Allez-y. Alors, là, on va faire une grosse session. Viens, Aurélien. Donc, professeur Aurélien Vénara, vous avez compris qu'on est une toute petite société savante. On se connaît tous depuis toujours et il y a beaucoup d'affection. C'est comme ça, hein. C'est une société très affectueuse. Donc, bah, c'est vrai, Aurélien. Bon. Alors, donc, là, on voulait aborder un sujet qui est l'incontinence anale parce que c'est un sujet un peu tabou et qu'on voudrait vraiment ouvrir les yeux à tout le monde sur toutes les possibilités thérapeutiques qui existent et comment on va les prendre en charge. Donc, on commence par Aurélien qui va parler des prises en charge des troubles de la continence en rapport avec l'accouchement, en gros. Après, on va avoir Émilie qui va nous parler des dernières prises en charge à la mode de la continence, on va dire prise en charge mini-invasive, mais de plus en plus efficace et très intéressante. Et puis Jean-Luc va nous parler, peut-être pas que des vieilles dames, mais quand même un peu plus des vieilles dames qui ont la descente prolabée du rectum. Mais il y a aussi des femmes jeunes à qui ça arrive, les post-anorexiques en particulier, hein, ça existe. Et est-ce que ces troubles de la statique pelvienne avec incontinence, si on corrige le prolapsus, on corrige en même temps l'incontinence? Donc un vaste sujet va être abordé. Peut-être qu'on posera toutes les questions à la fin. Je pense que ce serait mieux. Très bien. Hein? Donc vous allez faire vos 3 présentations et on discute après. Je vous laisserai prendre des notes. Merci. Commence Aurélien. Merci Béatrice pour cette invitation. Merci à tous pour être là. Et je suis ravi d'être ici. Où j'avais déjà présenté les lésions du périnée post-obstétrical il y a quelques années, mais c'était la période Covid, donc je n'avais pas pu me rendre dans les lieux. C'est vrai que c'est quand même une belle expérience, et donc je vous remercie de me permettre de la renouveler. Donc, j'ai déjà passé la première diapo. Donc, du coup, je suis là pour parler de l'incontinence anale et les évolutions stratégiques. Alors, effectivement, je ne vais pas parler de la prise en charge à proprement parler, chirurgicale. Je vais parler plus de qu'est-ce qui a changé, notamment dans le contexte des lésions obstétricales du sphincter anal. Alors, cette modification de la prise en charge, elle est faite sur un constat principal qui est qu'aujourd'hui, l'essentiel de la prise en charge de l'incontinence, elle se fait après 65 ans. Elle se fait après 65 ans, alors qu'on voit si je touche le graphique, ça va bouger, ça, non? Qu'on voit sur le petit graphique de gauche que l'incontinence débute quand même dès 20 ans. Il y a déjà des patientes incontinentes. Effectivement, la prévalence est plus importante au-delà de 60 ans. Alors même que si on regarde notre petit tableau de droite, finalement, sur un sondage qui a été réalisé chez des patients chez des personnes exclusivement de moins de 65 ans, il y en a plus de 30% qui rapportent une incontinence gênante dans leur vie quotidienne. Et ça, pas uniquement chez les patients de 45-65 ans, mais également dès 18-25 ans. 13% de ces 30% avaient 18-25 ans. Donc, c'est quand même l'incontinence anale, c'est quelque chose qui atteint les patients, les personnes jeunes, et ce n'est pas forcément pris en charge, alors même qu'on regarde la qualité de vie qui est largement altérée en fonction des différents paramètres du questionnaire de qualité de vie lié à l'incontinence fécale. Les patients jeunes, en l'occurrence, ont plus de syndrome dépressif, ont des gènes au quotidien qui sont plus marqués, et puis vont également modifier leurs attitudes, vont modifier leur sortie en fonction de leur transit et de leur incontinence. Si on regarde un petit peu mieux cette courbe, alors on voit qu'il y a un pic au-delà de 60 ans chez l'homme. Chez l'homme, c'est probablement le rapport avec la prostate, les problèmes de radiothérapie. On sait qu'il y a de l'incontinence qui est liée à sa radiothérapie, et c'est d'où l'augmentation de la prévalence à cet âge-là. Et puis on voit qu'à 40 ans, autour de 40 ans, chez la femme, on a également une augmentation de la prévalence. 40 ans, c'est la période où on est le plus actif, on a les enfants, on a la famille. Et c'est vrai que c'est une période qui est compliquée, et pour autant, les patients ne consultent pas. Alors pourquoi cette pic de prévalence, cette augmentation de la prévalence autour de 40 ans? Probablement en lien avec ce facteur de risque qui est extrêmement important, qui est l'accouchement, la grossesse en elle-même. Donc on voit que de 15 à 25 ans après un accouchement, il y a 22% des femmes, même sans atteinte des lésions sphinctériennes, sans lésions sphinctériennes, sans déchirure du périnée, qui vont avoir une incontinence. Alors après, les registres scandinaves qui nous rapportent ces taux-là ne nous donnent pas forcément l'impact de la qualité de vie et l'impact sur la vie quotidienne. Toujours est-il que ça reste quand même quelque chose d'extrêmement important, 22%, 15 ans après, donc ça fait 50 ans, à 50 ans, les patientes, elles restent quand même très actives. Et si on regarde les patientes qui, elles, ont eu une déchirure du périnée, de type 3 ou de type 4, on arrive jusqu'à 61%, à 15-25. Alors que finalement, dans les consultations de médecine générale, ça ne se ressort pas puisque il n'y a pas tant de consultations. En gros, il y a une étude qui a été faite sur les consultations de médecine générale et les motifs de consultation. Il y a moins de 1% des consultations qui sont faites pour un motif d'incontinence fécale. Moins de 1%.
quand on voit le nombre de patientes qui sont incontinentes, c'est qu'il y a un vrai problème de prise en charge. Alors, ce facteur de risque, hein, on voit ici les dégâts qui sont liés à ces déchirures du périnée. Hein. Les déchirures de périnée, il y a 4 grades. Le déchirure de type 1 qui n'atteint que la peau, le type 2 qui atteint les muscles périnéaux superficiels, et puis les 3 et 4 qui, eux, atteignent les sphincters anaux et la muqueuse du canal anal, voire du rectum en fonction de la hauteur. Depuis quelque temps, ces déchirures périnéales ont été classées en subdivisions, hein, donc les LOSA 3, donc les lésions obstétricales du sphincter anal de grade 3 sont classées de A, B et C. A et B sont les sphincters externes, donc plus ou moins de 50%, et C, c'est le sphincter interne. Tout en sachant qu'il n'y a pas forcément de répercussions sur la réparation, puisque aujourd'hui, les recommandations, c'est de reformer la cloison, mais au cours de l'accouchement, la réparation du sphincter interne n'est pas forcément individualisée, alors même qu'on sait que ce sphincter interne est un des sphincters les plus importants dans la continence anale passive. Quand on regarde la courbe de droite, on voit que ce sont des femmes qui ont eu des LOSA, donc ce sont exclusivement ces femmes qui ont eu des LOSA, et on voit une augmentation du nombre d'incontinences qui augmente avec le temps pour atteindre jusqu'à 20% à 9 ans. Ce qu'on peut dire, et ce qui est plutôt intéressant, et ce qui est important aussi quand même de souligner pour ces femmes, c'est que l'incontinence anale précoce n'est pas forcément un signe d'incontinence anale tardive. C'est-à-dire que globalement, l'incontinence, elle diminue dans les 9, elle s'améliore, voire elle régresse complètement dans les 9 mois qui suivent l'incontinence. Donc ça, c'est vraiment un paramètre important. Mais néanmoins, il faut garder en mémoire que ces choses existent. Alors, c'était intéressant quand on avait fait la session avec, justement, c'était le professeur Descamps qui la gérait, et il avait invité Denis Mukwege qui faisait un peu le corollaire avec l'incontinence urinaire de la femme en Afrique, qui aujourd'hui a une qualité de vie très altérée, qui est souvent mise de côté ou qui ne sort plus parce que des problèmes en plus de qualité de vie et puis d'hygiène qui sont un peu plus importants, malheureusement, en lien avec la disponibilité de l'eau à proximité. Et donc, ces femmes avaient des vrais problèmes dans leur vie pour avoir une vie sociale. Et ben, en France, on a la même chose sur l'incontinence anale. Sur l'incontinence urinaire, on voit que la prévalence, elle est importante. Ça reste un sujet tabou dans 43% des cas. C'est quand même pas négligeable, 43% des cas, malgré que la communication soit plus large pour le grand public. Mais néanmoins, ces femmes, elles sont traitées. Donc, c'est un tabou, mais quand même, la communication grand public, elle fait son effet, puisque on voit qu'il y a à peu près 35 000 bandelettes sous-urétrales qui sont posées. On ne parle que des bandelettes sous-urétrales, donc que des actions chirurgicales. On ne parle pas de toutes les injections de Bulkamid et de Botox qui sont faites en amont. Alors, il y a une petite diminution de ces poses de bandelettes qui est liée au scandale des bandelettes prothétiques. Mais toujours est-il que les femmes qui ont une incontinence urinaire, globalement, on a cette impression que malgré la gêne et la difficulté à les consulter, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Quand on regarde l'incontinence fécale, voilà, on voit que ça monte au-delà de 60 ans. Bon, il y a des gens qui prennent du lopéramide, très bien. Le lopéramide, ça ralentit le transit, mais ça n'a jamais vraiment empêché de perdre ses gaz et encore moins, enfin, ça n'a jamais vraiment empêché de perdre ses selles et encore moins les gaz. Mais néanmoins, les vrais traitements, si on peut dire les traitements en tout cas actifs, la sphinctérographie, chirurgie de réparation des sphincters, le biofeedback, la rééducation, c'est quasiment 0%. Donc ça veut dire que ces patientes, en l'occurrence, puisqu'on parle des patientes en postpartum, elles ne consultent pas. Donc, il y a un vrai problème de prise en charge lié à la base à probablement un défaut d'information et puis à des difficultés qui sont liées aussi au regard des autres, le phénomène de honte qui fait qu'on n'ose pas venir consulter. Donc l'incontinence anale, ça reste vraiment un tabou. Il y a peu ou pas de communication dans la presse spécialisée d'ailleurs, ou même dans la presse globale, même dans la presse médicale. Si on regarde les travaux qui sont faits sur l'incontinence fécale, ça ne représente pas des quantités, et même sur ces dernières années. Alors ça augmente progressivement parce qu'effectivement, ça devient un intérêt pour les patients, mais ce n'est pas encore suffisamment. Et puis, il y a peu ou pas de consultations spécialisées, et même des consultations non spécialisées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aider ces patientes? La première chose qu'on a proposée, nous, c'est de faire des consultations spécialisées chez les patientes à risque. Donc, c'est les patientes qui ont des LOSA. Donc, ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de centres qui les proposent systématiquement à 3 ou 6 mois, voire on pourrait même les proposer à 9 mois, puisqu'on sait que jusqu'à 9 mois, finalement, il peut y avoir une incontinence sans qu'il y ait forcément de problème. Encore que, quand la patiente est incontinente, attendre 9 mois, ce n'est pas forcément très bien, alors que quand elles viennent vous rencontrer, c'est quand même plus facile de pouvoir leur expliquer, que les rassurer, que ça peut récupérer.
Cette incontinence, elle altère la qualité de vie, hein. Si on regarde le tableau sur la gauche, ben on voit que les patientes qui n'ont jamais eu d'incontinence ont une qualité de vie qui est meilleure, même si elles ont eu une LOSA, que celles qui ont une incontinence actuelle. Donc, vraiment, cette incontinence, elle gêne, et pour autant, elle n'est pas prise en charge. Chez les patientes qui ont une incontinence, je suis passé peut-être un peu vite sur le premier tableau, il n'y en a que 30%, moins de 30% des patients qui ont un symptôme d'incontinence, donc en dessous de 65 ans, donc des patients qui ont une vie active importante, il y en a moins de 30% qui consultent un médecin. Et chez ces patientes qui vont consulter pour un médecin, il y en a plus de la moitié qui n'auront aucune action qui sera mise en place, que ce soit une consultation spécialisée, que ce soit une consultation chez un kiné, que ce soit la remise de traitement, voilà. Donc, les patientes, elles ne consultent pas parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ont l'impression qu'on ne va pas les traiter, et puis parce que bah, ce n'est pas forcément facile quand on a 65 ans, enfin moins de 65 ans, activité avec les enfants, le mari, le travail, de savoir quand aller voir le médecin, et puis en plus d'arriver voir le médecin, puis qui va nous dire bah, c'est comme ça, c'est la vie. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. C'est on leur dit bah, faut apprendre à vivre avec. Éventuellement, vous mettez des protections et puis on verra plus tard jusqu'à ce que l'incontinence soit vraiment majeure avec des selles partout, où là, finalement, on finit par l'envoyer chez le chirurgien, effectivement, pour la prise en charge. Mais malheureusement, aujourd'hui, le constat, il est là. Une des choses qu'on peut voir avec cette consultation postpartum, bon, c'est que déjà les femmes, elles vont venir nous voir plus tôt parce qu'elles ont retenu l'information. Elles savent qu'elles ont un risque d'incontinence. Alors après, c'est malheureusement, c'est des fois un petit peu stressant, mais toujours, ça reste un fait. On leur dit, c'est comme ça. On ne sait pas si ça va arriver, mais ça risque d'arriver. Si ça arrive, il faut venir nous consulter. Et si on regarde le tableau de droite, eh ben, on voit que le simple fait de leur avoir dit qu'elles avaient un risque d'incontinence, eh ben, quand elles ont l'incontinence, déjà, elles ont une meilleure qualité de vie parce qu'elles y étaient préparées. Peut-être aussi parce qu'elles ont consulté plus tôt. Mais en tout cas, la qualité de vie des femmes qui se rappellent qu'elles ont eu une information sur le risque d'incontinence est meilleure. Alors que sur le risque d'incontinence urinaire, finalement, c'est tellement dans les mœurs bah, que finalement, l'information préalable, elle ne change pas trop. Quel changement ça peut entraîner? Ben, un des changements, c'est de pouvoir proposer une prise en charge par rééducation biofeedback plus précoce. Alors, certaines études, dont celle-ci, sont plutôt favorables à proposer cette consultation peut-être de manière systématique, puisque ça augmente quand même le score de l'incontinence. Ça augmente également la force, ça fait un renforcement musculaire périnéal qui permet d'avoir une meilleure défécation. Donc, une des changements, c'est qu'aujourd'hui, on peut proposer plus précocement et se discute d'aller proposer systématiquement aux femmes un biofeedback si elles ont eu une déchirure du périnée, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. D'accord. Donc ça, c'est le premier changement, enfin le deuxième, puisque le premier, c'est la consultation précoce. Et puis le troisième changement, c'est celui-ci, c'est que la sphinctérographie, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la prise en charge de l'incontinence, puisque le professeur Duchalet va nous en parler derrière, mais la sphinctérographie, qui est un des arsenals de la prise en charge de l'incontinence fécale, est sous-utilisée, probablement, à mon avis, parce que jusqu'à maintenant, bah, l'essentiel des femmes qui consultaient avaient 65 ans, même si elles avaient des ruptures sphinctériennes significatives qui restaient accessibles à une prise en charge chirurgicale, puisque moins de 180 degrés, eh ben, on ne leur proposait pas parce qu'on sait que cette sphinctérographie, elle ne fonctionne pas très bien chez les patients de plus de 50 ans. Si les femmes viennent vous voir entre 30 et 50 ans, parce que vous avez fait une bonne information, bah, vous allez pouvoir leur proposer, avec une efficacité qui est ce qu'elle est, mais qui permet de toute façon déjà d'améliorer leur qualité de vie, de les suivre et puis de faire retarder le recours aux autres traitements dont on va parler tout à l'heure. Tout en sachant qu'il n'y a aucun des traitements, malheureusement, qui aujourd'hui peut nous faire dire que toute sa vie, la patiente va être soulagée de ses symptômes d'incontinence. Donc, plus on aura d'arsenal, plus on aura d'options thérapeutiques et mieux c'est. Plus on les prend tôt et plus on peut faire de choses. Donc, on voit sur cette étude bah, que plus on avance dans le temps et plus les résultats sont moyens, on va dire, mais les résultats à court terme sont plutôt bons. Et puis surtout, ce qu'on peut dire également, c'est que les patientes qui ont ces troubles de la continence opérés avec sphinctéroplastie, eh ben, elles ont effectivement une petite dégradation à 10 ans, mais qui ne rejoint pas le degré de gravité des symptômes initiaux. Et surtout, bah, ces patientes, elles sont contentes. 85% des femmes qui ont été opérées 10 ans auparavant, même si elles ont une incontinence, ce qui est le cas des 50% pour cette étude, elles sont contentes de la prise en charge parce qu'on s'occupe d'elles, parce que leur qualité de vie est meilleure, et puis parce qu'on les accompagne pour la prise en charge, et que derrière, on va leur proposer d'autres choses, et puis on va essayer de... Donc, le vrai message de ça, c'est de dire qu'il faut les prendre en charge parce que le simple fait de les prendre en charge, ça les améliore.
Qu'est-ce qu'il en est de la neuromodulation? J'en parle très vite. En fait, la neuromodulation, c'est une étape de prise en charge de l'incontinence fécale qui va viser à stimuler les racines du nerf sacré pour améliorer les troubles de la continence. Mais au bout de 7 ans, eh ben là, l'efficacité, elle est de 50%. Donc, si vous proposez d'emblée à vos patientes, alors Émilie nous dira peut-être différentes choses, mais je suis passé sur une étude peut-être un peu tardive, mais toujours est-il que l'efficacité, avec le temps, elle s'amenuise. Et le fait qu'elle s'amenuise, ça veut dire que si on utilise cette prise en charge trop précocement, eh ben, à 50 ans, 60 ans, 70 ans, on n'a plus rien à proposer derrière en dehors de l'astomie et c'est un vrai problème. Donc, il faut vraiment les prendre en charge très précocement pour pouvoir essayer de limiter tout ça. Donc, pour conclure, il n'y a pas vraiment d'évolution stratégique, si on peut dire, dans la prise en charge, puisque tout ce qui a été proposé, c'est des choses qui existaient déjà avant, mais c'est la structure du soin et de la prise en charge de la patiente, son parcours thérapeutique qui est modifié avec une prise en charge plus précoce. Et puis, on essaye finalement de retarder le recours à la neurobone. Merci.